Machiavel conçoit l'action politique, la manière dont il donne une place aussi très importante au conflit civil, et ce dont on peut éventuellement en tirer, mais peut-être qu'on le fera plus au moment des questions, sur la dynamique démocratique, puisque Machiavel n'est pas un penseur de la démocratie, mais quelqu'un qui a réfléchi dans une toute autre configuration politique, à une époque où il y avait des royautés, éventuellement des choses qu'on appelait des républiques, mais qui ne correspondent pas à nos républiques contemporaines, et toute autre sorte de régime, mais certainement pas de démocratie. Alors, j'ai bien conscience qu'un dimanche matin, après des fêtes très animées et 5 jours de conférences et de travail commun, ça va pas être peut-être évident, mais enfin, avec Monsieur Pellet-Corail, on a pensé que ça pourrait clore votre session de travail. Donc Machiavel, c'est quelqu'un qui est mort il y a presque 5 siècles, en 1527, il est né en 1469 à Florence, et il appartenait à une famille qui n'était ni pauvre ni riche, ni ne faisait partie de l'aristocratie florentine, ni de la petite paysannerie. On va dire que c'était une famille de la bourgeoisie florentine moyenne. Son père exerçait une profession notariale, et ils avaient une ferme dans les environs de Florence, devant laquelle on peut encore passer à défaut de la visiter. Alors, cette situation dans l'espace social de Florence est importante parce que Machiavel a exercé des responsabilités qui étaient presque trop hautes en fait pour la famille dont il était originaire. Il a côtoyé des aristocrates, il a côtoyé des monarques, et en les côtoyant, il a développé une réflexion politique qu'on lit encore aujourd'hui, mais il n'avait pas non plus de position décisionnelle. Ça, c'est très important. Il a plutôt été le regard et les oreilles de la République florentine. C'est une expression qui revient souvent en fait dans les écrits de la chancellerie florentine. Donc il accompagnait les ambassadeurs en mission, il a travaillé pour le gouvernement florentin plus en tant que conseiller ou quelqu'un qui produit des analyses, donne des conseils, que comme quelqu'un qui prend des décisions à proprement parler. Et ça, je ne le dirai pas tellement plus dans ce que je vais vous exposer tout à l'heure, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles on le lit encore aujourd'hui, en tout cas certaines de ses œuvres, et notamment Le Prince, qu'on étudie en terminale, que vous avez peut-être pu ouvrir vous-même à des heures perdues chez vous, c'est en grande partie lié à une écriture toute particulière qu'il a, qui est une écriture extrêmement dense, très sèche, très ramassée, et qui fait que, alors qu'il parle de problèmes qui sont extrêmement ancrés dans son temps, on a l'impression de pouvoir nous y reconnaître aussi, et de penser éventuellement des problèmes qui sont contemporains. Voilà, je voulais simplement vous donner ces petits éléments généraux avant de commencer, et peut-être de vous plonger tout de suite dans le vif du sujet, puisque Machiavel est connu pour avoir écrit, je le disais, Le Prince, mais aussi Les Discours sur la première décade de Tite-Live, qui est un ouvrage beaucoup plus touffu, beaucoup plus dense, où il commente la République romaine, à une époque où en fait il est écarté du pouvoir, et sévèrement même d'ailleurs écarté, puisque en 1513, alors qu'il a déjà fait une partie de sa carrière au service de la chancellerie, il est suspecté d'avoir fomenté une conjuration contre le cardinal Giuliano de' Médicis, et en fait à l'époque les Médicis règnent sur Florence. Il est torturé, condamné à l'enfermement jusqu'à la mort, donc il a fait effectivement, il a croupi un peu dans les prisons de Florence, mais finalement, grâce à l'entregent de certaines de ses connaissances, il a été libéré, et il a été assigné à résidence dans sa petite propriété de San Casciano, donc à proximité de Florence. Et en fait, c'est là qu'il va écrire une partie de ses œuvres les plus connues, donc dans cette espèce de période qui pour lui est une période extrêmement malheureuse, parce que c'est une période d'exil à proximité du lieu où il a travaillé, mais d'assignation à résidence, donc, et d'exil de ses fonctions. Alors, en 1513, le 10 décembre, il écrit une lettre à l'un de ses amis où il décrit ses activités diurnes et nocturnes, et je voulais vous en citer un passage parce qu'elle replante un peu le décor dans lequel Le Prince a été écrit, ainsi que les discours sur la décade de Tite-Live. Donc, il raconte qu'il va vaquer dans sa propriété, il va lire de la poésie auprès d'une source, il joue aux cartes avec les paysans, au tric-trac à l'auberge voisine, et puis le soir, par contre, il rentre chez lui et se rend à son cabinet, son bureau, et il dit la chose suivante. Sur le seuil, j'enlève mes vêtements quotidiens,
couvert de boue et tout crotté, et je revais des habits dignes de la cour d'un roi ou d'un pape. Et vêtu comme il se doit, j'entre dans les antiques cours des anciens, donc les auteurs de l'Antiquité, où reçu par eux avec amour, je me repais de ce mets qui seulement est le mien et pour lequel je naquis. Et là, je n'ai pas honte de parler avec eux et de leur demander les raisons de leurs actes. Et eux, par humanité, ils me répondent. Et pendant 4 heures de temps, je ne ressens aucun ennui. J'oublie tout tracas, je ne crains pas la pauvreté, la mort ne m'effraie pas, je me transporte tout entier en eux. Et comme Dante dit qu'il n'est pas de science sans que l'on retienne ce que l'on a compris, j'ai pour ma part noté dans leur conversation ce dont j'ai fait mon miel et j'ai composé un opuscule, Le Prince. Voilà, donc là vous avez dans cette lettre une très belle évocation de son activité et de la manière dont il a composé ce petit texte, qui tient vraiment dans un ouvrage de poche, c'est-à-dire dans une conversation avec des auteurs du passé, notamment des auteurs de l'Antiquité, à qui il a adressé les questions suivantes, qui étaient des questions directement liées à son activité politique antérieure. Qu'est-ce qu'une principauté? Quelles sont ses particularités? Est-ce qu'il y a des variétés importantes dans les principautés? Comment on conquiert des principautés? Comment on s'y maintient? Et pourquoi les principautés se perdent? Alors, avant de vous parler du conflit civil, il m'a semblé important de vous décrire, à travers cette figure du prince que Machiavel esquisse à travers son texte, la manière dont il envisage la conquête du pouvoir, le maintien au pouvoir et la perte du pouvoir. Alors, ces questionnements, comme je le disais, ils sont ancrés dans son temps parce que l'Italie, à l'époque où Machiavel écrit, travaille et vit, est marquée par une grande instabilité historique des institutions à Florence, mais aussi dans de nombreuses cités-États qui sont alentours, et aussi marquée par l'invasion d'étrangers, alors que certains Italiens, si on peut parler d'Italiens à l'époque, considèrent comme des barbares, ou simplement des voisins, des royaumes avoisinants, les Français, Charles Quint, etc. Donc des étrangers qui veulent conquérir le territoire italien et ses richesses, qui sont peut-être des barbares, mais qui sont extrêmement puissants. Donc pour tous, et pas seulement pour Machiavel, c'est un temps de l'urgence, et c'est un temps de la crise, de la tempête, et c'est aussi un temps qui rend nécessaire la réforme des cités, des régimes politiques. Et dans ce contexte très particulier, Machiavel va adopter la posture, je dirais, d'un penseur politique et d'un historien aussi, en temps de crise, tel qu'une philosophe du XXe siècle, Hannah Arendt, l'a définie, à savoir une posture où on se rend compte que les événements présents ont rendu caduque la sagesse héritée du passé, la rendent sans pertinence, et qu'il faut retrouver en fait de nouvelles catégories, de nouveaux cadres d'analyse pour rendre compte des événements et puis pour agir. Alors, voilà, et c'est une posture qui est particulièrement, ou une situation qui est particulièrement difficile, puisque, comme le souligne Hannah Arendt, discerner de ce à quoi nous sommes habitués, de ce qui est vraiment inédit, requiert ce qu'elle appelle une qualité particulière du jugement. Et ce qui caractérise peut-être au premier chef l'ambition de Machiavel, c'est de faire preuve de cette qualité particulière de jugement qui va lui permettre de conseiller les princes. Car tel est son souci également à l'époque, à la fois en tant que penseur, mais aussi comme un homme qui aimerait retrouver cette position professionnelle. Machiavel souhaiterait pouvoir conseiller les princes et va justifier cette activité de conseiller en disant qu'un prince, si clairvoyant soit-il, ne peut faire l'économie d'un effort de compréhension et de détermination des conditions de son action, et qu'il ne peut pas les produire seul. Parce que tout simplement, d'une part, il manque de temps, et ensuite, il est pris par l'action, il n'a pas de recul, pas de possibilité de se mettre en perspective, et il doit donc se doter de conseillers qui, eux, vont être en retrait de l'action, mais aussi en retrait de la décision à prendre, et vont donc pouvoir envisager toutes les options possibles, jouer avec ces options, les examiner de façon très libre, chose que le prince ne peut pas faire. Et finalement, Machiavel va donc être constamment dans cette posture désirée du conseiller, inspirée à la fois par la lecture des penseurs antiques, mais aussi inspirée par son expérience,
puisqu'il le souligne dans cette même lettre que je vous disais, que dans les 15 ans où il a exercé des fonctions à la chancellerie florentine, il n'a ni dormi ni joué, il a fait son apprentissage dans le métier de l'État. Et c'est dans cet entre-deux, entre l'expérience qui est la sienne et la lecture des auteurs antiques, qu'il va se positionner pour conseiller le prince. Alors peut-être qu'une des premières choses en fait qui caractérise, ou la chose principale qui caractérise le regard politique de Machiavel, c'est ce qu'on a appelé, en reprenant une de ses expressions, la recherche de la vérité effective de la chose. Alors c'est une expression qui est un peu mystérieuse, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire la vérité effective de la chose. Eh bien, ça s'oppose à plusieurs aspects. D'abord, ou à d'autres conceptions de la vérité, quelque chose qui serait une vérité idéale, mais qui ne serait pas la vérité réelle, et quelque chose qui serait la vérité des apparences, mais pas la vérité du fond des choses. Alors, tout l'objectif en fait, de Machiavel, en tant qu'écrivain et conseiller d'un prince, c'est de faire se concentrer le regard sur cette recherche de la vérité effective. Alors, comment recherche-t-on la vérité effective? Eh bien, en étant d'abord prisonnier d'aucun point de vue. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il va beaucoup insister à la fois dans Le Prince et dans les discours sur la décade de Tite-Live, pour servir en fait quelqu'un qui veut conquérir le pouvoir et se maintenir à la tête d'une cité ou d'une province. Il faut être capable d'envisager tous les points de vue de ceux auxquels le prince va être confronté. Et à cet égard, Machiavel va comparer son travail de conseiller politique et d'écrivain politique à celui du peintre. On est à l'époque où la perspective est inventée, donc ça c'est effectivement très important parce qu'il va vraiment reprendre des images à l'art pictural pour s'inspirer de la description de ce qu'est la perspective et de justement de cette prise de conscience que le point de vue que l'on adopte sur la réalité eh bien, modifie en fait la description de la réalité. Et donc une des premières choses qu'il dit dans Le Prince, dans la dédicace, c'est de dire qu'il doit faire comme les peintres, il doit s'éloigner mais pas trop, donc trouver la juste position, la juste distance pour bien examiner le phénomène, et aussi pour observer les grands et les princes se mettre dans la place du peuple, et pour observer le peuple se mettre à la place des grands et du prince. Donc pas du tout de position surplombante, pas de position d'extériorité, mais une capacité à naviguer entre les points de vue, à se les approprier, et après, une fois ces points de vue connus, à orienter l'action. Ce qui fait que pour asseoir, disons, cette perspective de la recherche de la vérité effective de la chose, Machiavel va énormément se servir d'exemples. Alors, les exemples ont un statut tout à fait important de façon générale à la pensée de la Renaissance, puisque on va beaucoup les utiliser, pas seulement pour illustrer ou introduire un raisonnement, un petit peu comme quelque chose qui ne serait pas essentiel au raisonnement, mais qui permettrait de lui donner une illustration, mais au contraire comme des espaces mêmes où le raisonnement et la réflexion sont menés. Et Machiavel va donc toujours estimer, raisonner, sous-peser le pour et le contre de telle ou telle option à travers des exemples et des contre-exemples pour récuser ou affirmer la pertinence d'une voie d'action. Il va aussi, dans la perspective de rechercher la vérité effective de la chose, donc, outre cette capacité à naviguer entre des points de vue, cette capacité à s'ancrer dans des exemples concrets pour réfléchir à l'efficacité d'une action, aborder de façon tout à fait récurrente la question de l'imitation des exemples excellents. Donc, ses travaux, Le Prince et les discours sur la décade de Tite-Live, mais aussi son histoire de Florence, en fait, sont émaillés par des récits de situations où des hommes ont fait preuve de comportements très excellents, ou au contraire catastrophiques, mais pour les mener dont ils avaient envie. Et Machiavel va réfléchir aux conditions de reproduction de cette excellence de l'action. Alors, ce qu'il va dire est tout à fait intéressant, et notamment par rapport à la réflexion que nous, contemporains, pourrions vouloir mener aujourd'hui sur ce que Machiavel nous apporte, puisque, au lieu de dire que l'on doit imiter simplement les exemples excellents, on doit, au contraire, être attentif à ce qui fait la différence entre notre temps et le leur, entre leurs conditions d'action et les nôtres,
de façon à dégager les analogies possibles. Donc c'est pas du tout une imitation qui va être directe, hein, elle est au contraire filtrée par un certain nombre d'analyses, ce qui fait que lorsqu'on imite, en fait, on vise l'excellence des exemples, mais on recrée soi-même les conditions d'une action propre. Donc les exemples ne sont pas des modèles, mais plutôt des espaces de réflexion qui, à partir de l'identification de ce qui est analogue et de ce qui est différent, vont permettre d'identifier ce qui pourrait être son action excellente propre. Et donc l'imitation ici, elle n'est pas reproductrice, elle est plutôt créatrice. Et l'image qu'il emploie dans un des chapitres du Prince pour décrire cette capacité en fait à imiter les exemples excellents est tout à fait parlante, puisqu'il prend l'exemple d'un archer qui doit toujours, dit-il, viser plus haut que sa cible pour pouvoir l'atteindre. Donc il y a toujours un décalage en fait entre ce qui est visé et la manière dont on le vise. Il n'y a pas d'adéquation immédiate entre l'action et son objet. On imite l'excellence, mais on crée sa propre voie pour l'imiter. Alors, après donc, ces aspects très généraux, disons, qui guident l'action politique, le Prince de Machiavel va aussi entrer dans le vif du sujet de façon beaucoup plus nourrie, avec des contenus de réflexion, et qui vont nous amener petit à petit vers la question du conflit civil. Alors, Machiavel, en fait, avance un souci que le prince doit avoir constamment en tête, et qui est d'être indépendant des forces qui pourraient lui nuire. C'est vraiment la règle d'or, s'il y en a une, que le prince doit retenir de la lecture de ce petit traité, c'est cette indépendance à l'égard des forces qui pourraient lui nuire. Alors, c'est très concret à l'époque de Machiavel, puisque les princes des régimes et des cités-États italiens, à l'époque, emploient énormément de condottieri, donc de personnes payées pour diriger leurs armées. Mais ces condottieri, en fait, ils ont parfois des ambitions tout à fait personnelles, et après avoir vaincu au profit d'un prince qui les emploie, tuent le prince ou conquièrent leur cité-État. Donc, la règle d'or, elle s'ancre dans une réalité, on va dire, militaire et politique très, très claire, mais elle se généralise en une règle qui est celle de l'indépendance à l'égard de forces qui pourraient nous nuire. Donc Machiavel va promouvoir l'idée d'une armée propre, et il va aussi promouvoir un certain nombre de réflexions autour des affects et des passions que le prince doit parvenir à susciter pour se maintenir au pouvoir. Alors notamment, et toujours en lien avec cette idée d'une indépendance à l'égard des forces qui pourraient lui nuire, le prince doit savoir, sinon se faire aimer du peuple, en tout cas s'attirer son respect, éventuellement en être craint, mais ne pas se faire haïr de lui, car c'est le peuple qui va venir gonfler les armées propres, à la place donc d'armées employées et payées par l'étranger, et le fait d'employer des condottieri. Donc il est très important d'asseoir sa position aussi à l'intérieur de sa cité, de ce point de vue. Une autre recommandation très concrète que Machiavel énonce à l'égard du prince, et donc en fait à travers le prince de toute figure du gouvernement, puisque même si dans le prince de Machiavel on a affaire à quelqu'un de concret, à un homme qui doit conquérir le pouvoir, on voit bien que finalement ces recommandations, elles s'adressent tout autant au gouvernement des républiques, et on les retrouve dans les discours sur la décade de Tite. Alors une seconde recommandation que Machiavel adresse à son lecteur, c'est le refus de la résignation, du fatalisme et de la paresse, et une très claire invitation à s'engager dans l'action. Alors c'est un point important parce que toute l'œuvre de Machiavel, je dirais, est traversée par une forme de mélancolie, ce ne serait pas le terme, mais en tout cas de pessimisme, et d'ailleurs de pessimisme à l'égard des temps de l'histoire. Il traverse un temps de crise, mais pour autant ce pessimisme ne conduit pas à la résignation, et il y a une formule d'un philosophe, Maurice Merleau-Ponty, qui a écrit peu de temps après la Seconde Guerre mondiale un très beau texte sur Machiavel, qui énonce cette idée que Machiavel, c'est le pessimisme sans résignation. Bon,
alors c'est pas une combinaison facile à tenir, mais néanmoins, elle nous parle, je pense, dans des temps de crise, et dans Le Prince, en tout cas, Machiavel va très clairement s'engager du côté de ceux qui dénoncent les effets de ce qu'il appelle la paresse. Donc, dans un des derniers chapitres, il appelle, sur un ton extrêmement emphatique et passionné, à libérer l'Italie des barbares, et le seul diagnostic qu'il émet à l'égard de ces invasions de la part des barbares, c'est lié à la paresse des princes. Et il va mettre en place en fait toute une argumentation pour contrer ce qui pourrait susciter la paresse ou la résignation. Et notamment, il va développer toute une réflexion sur ce qui s'appelle la fortune. Donc à l'époque, on emploie ce terme en fait, et elle est souvent représentée à travers l'image d'un bateau qui est pris dans la tempête en mer. La fortune, c'est ce que les hommes ne maîtriseraient pas, le cours des choses, ce sur quoi on n'a aucune prise, etc., qui était souvent, à son époque, lié à des représentations astrologiques, en fait, une conception du monde, de l'action des hommes, du positionnement de la Terre, etc., et de l'interaction avec les cieux, qui faisait que, finalement, les hommes n'avaient aucune prise sur le cours des choses. Hein. Et quand je parle d'astrologie, je ne vous parle pas de Madame Soleil, c'était une représentation qui, à l'époque, avait valeur de représentation valide du monde. Hein. Alors Machiavel, lui, ce qu'il va essayer d'avancer dans Le Prince, c'est que peut-être que la fortune maîtrise ce qu'il appelle la moitié du cours des choses, mais elle laisse l'autre moitié aux hommes. Et c'est ça, et c'est dans cette autre moitié en fait que l'action doit venir se loger et doit venir donc s'ériger contre les ennemis et les temps de tempête et de crise. Alors ici, Machiavel va directement emprunter d'ailleurs à l'art médical de son temps pour désigner au prince quelles sont les qualités qu'il doit cultiver. Il doit notamment cultiver ce qui va lui permettre d'élaborer un bon diagnostic quand vient la maladie, et il emploie vraiment les métaphores médicales de façon récurrente, notamment la capacité à entrevoir, alors qu'aucun signe visible ne l'annonce encore, l'avènement de la maladie. Et cette capacité à entrevoir des choses qui sont encore invisibles, Machiavel la développe de façon récurrente, de même que la capacité à anticiper les crises, et il emploie ici l'image des digues qu'il faut construire pour faire face au débordement d'un fleuve impétueux, digues que l'on doit de toute façon toujours construire, parce que pour Machiavel, la paix est un temps toujours extrêmement provisoire, et la tempête va surgir inévitablement à un moment ou à un autre. Et puis, il y a un dernier élément que Machiavel met en avant par rapport à ce refus de la résignation et du fatalisme, et qui a fait, si je puis dire, sa réputation de penseur immoral ou amoral, c'est l'idée qu'il développe d'une capacité à entrer, je le cite, dans le mal. Alors cette expression d'entrer dans le mal, effectivement, Machiavel l'illustre à travers différents exemples, dont un qui est très parlant pour nous. Il cite un tyran sicilien, Agathocle, qui, selon Machiavel, a pu vivre tout au long de son règne de façon pacifique, sans commettre d'actes d'inhumanité, parce qu'il a su faire preuve de cruauté au début de son règne. Donc voilà, trois, on va dire, qualités ou caractéristiques qui permettent au prince d'aborder un contexte extrêmement hostile à la conquête et au maintien du pouvoir, capacité à anticiper le mal, capacité à ériger des défenses et capacité à entrer dans le mal au bon moment. Voilà. Ce qui fait que pour Machiavel, ce qui est important d'ailleurs, c'est qu'un gouvernant, donc un prince, ne doit pas avoir de qualités, de caractéristiques de personnalité qui le fixent toujours dans la même position, dans la même attitude. Il doit être capable de varier selon les circonstances et de faire preuve de tel ou tel comportement lorsque les circonstances le requièrent. Alors, je voudrais, avant de rentrer dans un second moment de mon développement sur le conflit des désirs et donc le conflit civil, simplement clore ce point en soulignant que pour Machiavel,
cette question de l'immoralité politique ou de la moralité politique, elle ne concerne pas seulement le prince, puisque tout au long de ses écrits, tant le prince que le discours sur la première décade de Tite-Live, Machiavel donne à voir un portrait des êtres humains assez négatif en réalité, où certes le prince peut faire preuve de cruauté, il peut donc entrer dans le mal comme je le disais, il ne se soucie pas de la morale mais du résultat de son action, mais à côté de ça, Machiavel brosse un portrait des hommes qui n'est pas extrêmement flatteur, des hommes en général, donc il dit qu'ils sont, je le cite, ingrats, inconstants, simulateurs, dissimulateurs, fuyards devant les périls, avides de gains. Et tandis que tu fais leur bien, dit-il en s'adressant au prince, ils sont tout à toi, ils t'offrent le sang, les biens, la vie et les fils. Mais quand le besoin est éloigné, ils se détournent. Donc les princes aussi sont de toute façon soumis finalement à des confrontation avec des êtres humains qui présentent les mêmes caractéristiques d'immoralité qu'eux, et en particulier, pour un gouvernant, c'est le cas des grands, de ceux que Machiavel nomme les grands, c'est-à-dire donc des personnes qui, par leur position sociale, ont pour ambition de se substituer au prince et de conquérir pour eux-mêmes le pouvoir. Alors vous voyez, voilà, c'est un peu un des aspects voilà, le regard politique de Machiavel, comme j'ai essayé de le décrire, il s'ancre dans une réflexion sur les questions de son époque, mais ça l'a conduit à tracer un portrait de gouvernant dont on reprend aujourd'hui encore, et à travers tous les siècles qui se sont écoulés depuis le début du XVIe siècle, toute une série d'éléments, cette capacité à anticiper, cette capacité à se protéger en amont, ces rapports compliqués entre la morale et la politique, cette instabilité aussi, cette fragilité de la paix. Alors, au-delà donc de ce portrait général, Machiavel va apporter, et c'est peut-être aussi une des grandes originalités de son travail, dans son œuvre, une représentation de la vie des cités, la vie politique des cités, qui est centrée sur l'idée d'un conflit civil indépassable. Alors, en particulier en France, on a beaucoup l'habitude effectivement d'une sorte de conflictualité de l'espace social, et c'est pas l'actualité qui est présente qui indique le contraire, mais voilà, il faut essayer d'appréhender le conflit civil, ou ce que Machiavel entend par conflit civil, un petit peu à l'abri, je dirais, de toutes nos représentations et de toute notre histoire, parce que ce qui est intéressant dans, je pense, le travail de Machiavel, c'est qu'il a essayé de mettre en avant le rôle des passions, des ambitions et des désirs, et que c'est ça qui est au premier chef pour lui moteur dans la vie de la cité, beaucoup plus que des conflits socio-économiques, même s'il n'est pas étranger à une analyse en termes d'économie ou de différentiel de positionnement économique. Ce que lui a cherché à comprendre et à mettre en avant, c'est cette prégnance en fait de désir, de passion et d'ambition qui vont susciter le conflit civil et occasionner des réformes institutionnelles, voire des changements de régime. Et alors il a offert vraiment une image réduite à l'os, je dirais, de cette conception du conflit civil indépassable dans la cité, puisque à ses yeux, et quel que soit le régime, quelle que soit la cité, il y a deux désirs principaux qui animent cette histoire institutionnelle et politique. C'est ce qu'il appelle le désir des grands et le désir du peuple. Alors encore une fois, on n'a pas affaire à des catégories socio-économiques. Hein. Bien sûr, en partie, elles se rattachent à des caractéristiques socio-économiques, mais elles ne s'y réduisent pas, et on va voir pourquoi plus tard. Donc les grands, pour Machiavel, ce sont ceux qui veulent commander, qui affirment une ambition de domination et d'oppression. Et le peuple se définit par son désir de ne pas être commandé, de ne pas vouloir être dominé ou opprimé. C'est un désir un peu négatif, hein, c'est un ne pas vouloir être dominé ou commandé. Et c'est seulement quand enfin, j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, on a cette espèce de duo, de désir, avec une affirmation, une ambition de commander, et un désir contraire, un désir qui résiste à cette ambition de commander, qui donc se caractérise au premier chef par un désir de ne pas être opprimé. Alors,
C'est à partir de ces deux désirs donc qu'il va chercher à comprendre l'histoire des cités, pourquoi certaines cités deviennent des royautés, pourquoi certaines deviennent des républiques, pourquoi certaines deviennent des républiques plutôt aristocratiques et d'autres plutôt des républiques populaires. Eh bien, pour Machiavel, l'essentiel tient dans cette capacité de résistance du désir populaire à l'égard de l'ambition des grands de dominer. Lorsque ce désir n'existe pas ou s'exprime vraiment à feu couvert, les royautés s'installent très facilement, de même que les républiques aristocratiques, alors que si ce désir de ne pas être dominé et ne pas être opprimé s'exprime avec vigueur, avec même furie, c'est une des expressions de Machiavel, eh bien une république peut émerger, voire une république populaire. Et entre, disons, une forme complètement inexpressive du désir populaire et une forme exacerbée du désir populaire, on a toutes les combinaisons possibles entre le désir des grands et le désir du peuple, et donc toutes les configurations possibles de régime politique. Alors, là encore, pour donner à entendre ce qu'est ce conflit civil à travers des images, des métaphores, Machiavel emprunte en fait au vocabulaire médical de son temps, essentiellement donc issu d'un corpus hippocratique relu par Galien, et il va employer un terme tout à fait intéressant qui est celui d'humeur, les humeurs, humore. Donc pour Machiavel, ce conflit civil, il est lié à l'affrontement entre l'humeur du peuple et l'humeur des grands. Et bon, si j'explicite cette référence au corpus hippocratique, en fait, c'est parce que, donc, à l'époque de Machiavel, on considère encore que la santé et la maladie sont liées à un équilibre ou un déséquilibre des humeurs. Et il va finalement transférer cette réflexion médicale sur qu'est-ce qui conditionne la santé, qu'est-ce qui conditionne la maladie, au corps politique, en disant que c'est une certaine forme d'équilibre des humeurs, ou de déséquilibre des humeurs, qui va donner lieu à une république populaire, à une république aristocratique, à une royauté, et dans certains cas, engendrer un conflit civil tout à fait ouvert, avec des assassinats, des combats, ou au contraire, une sorte d'équilibre qui se fait, toujours instable, mais quand même possible, et il l'illustre à travers l'exemple de la République romaine, donc une sorte d'équilibre instable qui permet à une république de s'épanouir et de promouvoir des lois libres. Alors, c'est ce qui va vraiment voilà, caractériser l'écriture de son ouvrage « Les discours sur la première décade de Tite-Live » et puis de son ouvrage final sur l'histoire de Florence, c'est cette volonté de ressaisir à travers l'histoire de Rome et puis l'histoire de Florence ce que provoquent les différentes combinaisons entre l'humeur du peuple et l'humeur des grands, et rechercher ce qui peut être une bonne composition, même si cette composition sera toujours fragile, puisque Machiavel, tout en étant un penseur du conflit civil et même du rôle positif de certaines formes de conflit dans le développement de la liberté, n'est pas du tout quelqu'un qui va faire l'éloge du conflit en général, parce qu'il va au contraire s'attacher à montrer les différences de conséquences qu'il y a entre différentes formes d'expression du conflit, de la désunion sanglante à une sorte de coexistence pacifique. Hein. Il analyse toute une gamme de possibilités. Pour lui, les désirs sont de toute éternité et le resteront antagonistes, mais ils peuvent, dans une certaine mesure, trouver un équilibre institutionnel ou au contraire s'assouvir dans les assassinats, les exils et le sang. Alors, selon que Machiavel analyse un principat ou une république, cette existence du conflit civil va donner lieu à des réflexions un petit peu différentes, puisque pour un prince, pour un gouvernant qui est seul au pouvoir, primum inter pares, un grand parmi les grands, l'objectif premier va être de faire en sorte que les grands et le peuple ne se déchirent pas au point de mettre en danger son régime. Et Machiavel va effectivement à ce moment-là faire parfois référence dans Le Prince au royaume de France, où apparemment, selon lui, le royaume de France a su trouver une formule satisfaisante de ce point de vue, avec l'émergence du Parlement qui permet d'exprimer les différentes humeurs. En fait, et donc de trouver une forme d'équilibre entre les ambitions des grands et le désir de ne pas être dominé du peuple.
dans les discours, il va surtout s'intéresser au régime républicain. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de personnes qui émergent parmi les grands pour gouverner comme un prince, mais on a affaire à des institutions qui vont distribuer le pouvoir entre les différents groupes de la cité. Machiavel a surtout en tête une organisation par corporation de métiers, hein, et puis donc à une division sociale entre aristocrates et conditions populaires. Et pour lui, la République est le régime qui doit rechercher une distribution des parts de pouvoir entre ces différentes corporations et entre les différents groupes sociaux qui cherchent soit franchement à conquérir ce pouvoir, soit simplement à ne pas être dominés par ceux qui veulent le conquérir. Et de ce point de vue, il va s'attacher, notamment dans son ouvrage sur l'histoire de Florence, à l'exemple des Ciompi. Donc les Ciompi, c'était les cardeurs de la laine à Florence, comme un exemple tout à fait clé de sa réflexion, puisque c'était vraiment les ouvriers les plus au bas de l'échelle sociale. Ils n'avaient pas de corporation. Et à un certain moment, au XIIIe siècle, ils ont revendiqué le droit d'avoir une corporation qui leur permettrait de défendre leurs droits et justement d'avoir une petite part de pouvoir pour la défendre efficacement. Et il va prononcer des propos tout à fait frappants d'un point de vue politique, puisqu'il met en scène un certain nombre de discours et voilà, tenus par des Ciompi et puis par les grands de Florence autour de cette revendication d'une corporation, et souligner à l'adresse des Ciompi que ne sont grands que ceux qui en ont l'apparence, que l'habillent, et que tout un chacun peut conquérir une part du pouvoir, même si, bien entendu, certains ne partent de rien, finalement, hein, comme ces ouvriers cardeurs de la laine, et comme il l'analysait dans les discours sur la première décade de Tite-Live, comme la plèbe romaine qui a fait sécession sur l'Aventin pour pouvoir négocier, revendiquer une part de pouvoir en échange de sa participation aux guerres de conquête de l'Empire romain. Voyez, donc voilà, ce conflit civil pour Machiavel, il est indépassable, il est mu par cette dynamique des désirs, des passions, des affects, et en revanche, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que tout en étant indépassable, eh bien, il peut prendre des formes extrêmement différentes, des formes pacifiques et viables, propices même à la liberté, ou des formes sanglantes et destructrices des cités qui deviennent de ce fait extrêmement fragiles à l'égard des conquêtes faites par les barbares. Alors, dans le cadre de cette réflexion sur le conflit civil, Machiavel va aussi introduire une autre considération qui va rendre plus complexe cette réflexion sur le devenir des cités, leur dynamique institutionnelle et politique. Et cette considération plus complexe, elle est liée à un terme qui est celui de la corruption. Alors, Machiavel, comme beaucoup de penseurs de son temps, mais de façon très aiguë dans sa réflexion, va mettre en avant ce qu'il appelle la variation constante de la qualité des temps. Le temps politique, le temps d'action n'est pas un temps homogène, n'est pas un temps continu. Il a des caractéristiques différentes qui appellent à des modes d'action distincts. Et cette qualité des temps, effectivement, Machiavel revient constamment dessus en soulignant que les choses humaines, je le cite, sont en mouvement, elles ne peuvent rester stables, il faut qu'elles montent ou qu'elles descendent. Et la nécessité, dit-il, vous entraîne à beaucoup de choses auxquelles la raison ne vous entraîne pas. On a déjà parlé effectivement de la fortune hein, et de cette part de l'espace historique sur lequel les hommes n'ont aucune maîtrise, mais au-delà de la fortune, c'est cette idée d'une variabilité, d'un déplacement de la chance et de la malchance, d'une qualité des temps tout à fait différente. Néanmoins, dans cette variabilité, il y a un fil constant pour Machiavel, et c'est aussi une des marques de son pessimisme politique, qui est donc lié à cette idée de la corruption. Alors, on a, en fait, bien avant l'heure, et bien avant qu'on ait pensé à un principe d'entropie hein, des corps biologiques, l'idée que les corps politiques sont soumis, quoi qu'ils fassent,
à cette corruption et vont graduellement vers leur ruine, vers leur fin. La ruine, c'est le terme que Machiavel emploie, ce qui fait que de façon régulière au cours de l'histoire, eh bien, des régimes disparaissent, des royaumes entiers disparaissent, des civilisations disparaissent, ou si elles ne disparaissent pas, elles sont entièrement et intégralement refondées au moment de crises politiques majeures. Et là encore, Machiavel a cette idée effectivement qu'il pense de manière par métaphore organique. Là, il n'emprunte pas au médical, il appartient à la description, il emprunte pardon à la description du corps. Et comme tous les corps, pour Machiavel, les cités ont des temps d'existence finis. Elles peuvent s'enfoncer dans la maladie, autrement dit le conflit ouvert, et en guérir, mais petit à petit, elles s'approchent vers leur propre mort. Alors, les grands et le peuple, dans ce processus de corruption, en fait, jouent un rôle majeur. Parce que, d'une certaine manière, pour Machiavel, les grands ont un désir qui est par nature corrompu. Ils veulent dominer, ils veulent opprimer, ils veulent commander. Donc, ils sont toujours dans le déploiement d'une ambition excessive par rapport à ce qu'il faudrait nourrir comme affect, comme passion, pour avoir une cité relativement pacifiée. Donc d'une certaine manière, et il le dit de façon très explicite dans le discours sur la première décade de Tite Live, Machiavel assigne au peuple, c'est-à-dire à ceux qui nourrissent le désir de ne pas être dominés, une fonction tout à fait essentielle qui est celle de résister à l'expression excessive des grands et partant à faire en sorte qu'il y ait comme une forme d'équilibre dans la répartition du pouvoir. Parce que si on laisse le désir des grands s'exprimer, eh bien dans ce cas-là, la cité va tomber malade, elle va tomber dans l'excès. Donc chaque humeur, les humeurs n'ont pas tout à fait la même fonction et l'humeur du peuple potentiellement joue un rôle de protection à l'égard de la liberté et joue un rôle aussi de protection à l'égard de la chute dans la maladie et la corruption. Mais il y a toujours un mais, Machiavel estime aussi, et il l'illustre et il le réfléchit à travers l'exemple de l'histoire de Rome, le désir du peuple peut lui-même basculer dans l'excès. C'est-à-dire qu'à partir de Rome, et du moment où la plèbe a fait sécession pour obtenir une part du pouvoir, l'a obtenue, et au fil du temps, en fait, le peuple romain en est venu finalement à lui-même désirer le pouvoir. C'est exactement ce que Machiavel désigne à travers cette corruption, c'est que le désir, en fait, d'une forme de participation politique, qui au départ chez le peuple est une forme de participation négative, ne pas être dominé, eh bien va se convertir petit à petit, va se transformer en un désir finalement très proche de celui des grands et devenir aussi un désir de domination. Je vous cite un passage des discours qui montre bien ce que Machiavel veut dire. Une partie des hommes, dit-il, désirant avoir plus, une partie craignant de perdre l'acquis, on en vient aux inimitiés et à la guerre, d'où naît la ruine de telle province et l'ascension de telle autre. J'ai tenu ce discours parce qu'il ne suffit pas à la plèbe romaine de s'assurer des nobles par la création des tribuns, désir auquel elle fut contrainte par la nécessité. Aussitôt après avoir obtenu cela, elle commença même à se battre par ambition et à vouloir partager avec la noblesse les honneurs et les biens, qui sont la chose la plus estimée par les hommes. De là naquit le mal, qui engendra la lutte de la loi agraire, loi qui fut à la fin la cause de la destruction de la République. Voilà, donc finalement, on a cette vision au départ qui structure, qui se divise la société en deux parties, du point de vue de sa dynamique institutionnelle et politique, mais on voit aussi que la pensée de Machiavel est traversée par cette espèce de négativité profonde liée à cette idée d'une corruption, et une corruption qui commence par la corruption même du seul désir à même de sauver la liberté et de garantir une forme de coexistence pacifique entre les ambitions, qui est le désir de ne pas être dominé, qui lui-même se convertit en une ambition semblable à celle des grands. Alors il y a quand même des solutions, on ne sombre pas dans l'inaction et le désespoir avec Machiavel, il y a quand même des analyses dans son travail qui montrent comment une cité peut chercher à résister à cette corruption, au moins pendant un temps. Et là, Machiavel va
au-delà de cette vision des humeurs et du conflit civil, des passions et des désirs, insister sur le rôle des lois et de l'interaction entre les lois et les mœurs. Dans un moment en fait où l'équilibre est à peu près satisfaisant entre les désirs, une cité peut compter sur ses lois, les passions, quel lapsus. Les citoyens vont être relativement obéissants aux lois, et notamment quand ils sont proches du moment de la fondation de leur cité. Car pour Machiavel, comme pour d'ailleurs beaucoup de penseurs politiques ultérieurs, Hobbes, Locke, Rousseau, le moment de la fondation d'un royaume ou d'une république, d'une cité politique, est un moment où les citoyens vont intérioriser et mémoriser une sorte de violence fondatrice, de temps de violence fondatrice, et seules les lois mettent fin à cette violence fondatrice. Donc il y a un temps où on se souvient de façon très forte en fait, de ce moment où il n'y avait aucune loi, où rien ne retenait la violence des luttes, et où les lois ont su mettre fin à cette violence. Donc quand on est proche des temps de la fondation, en fait, la loi est extrêmement efficace et suffit à réguler l'expression des désirs. Mais plus on s'éloigne de ce temps de la fondation, plus la peur et la vertu politique s'étiolent. Et donc on va effectivement basculer petit à petit vers cette expression désordonnée et excessive des désirs. Donc un gouvernement prévoyant, pour Machiavel, peut chercher à utiliser les moments de crise pour rebasculer en fait, vers un moment proche de celui de la fondation et réactiver chez les êtres humains, donc chez ces citoyens, le rappel de cette violence des temps premiers, de façon à refaire surgir en eux le désir d'obéir à la loi. Donc, le récit des origines et le rapport aux origines est tout à fait essentiel dans ce devenir historique marqué par le caractère complètement inéluctable de la corruption. Alors, dans un dernier temps, peut-être ce que je voudrais souligner par rapport à cet enseignement ou ce regard, oui, parce que je pense qu'il faut plutôt parler de regard, c'est comment Machiavel utilise finalement l'histoire. Parce que comme vous l'avez vu, je vous ai beaucoup parlé de Florence, donc, qui était la cité pour laquelle Machiavel non seulement a travaillé, mais pour laquelle il a nourri toutes ses analyses. Il a énormément travaillé aussi sur Rome, sur l'histoire romaine. Il a aussi fait allusion de façon très constante dans son œuvre à Sparte, à Athènes, à des royaumes ou à des cités-États qui lui étaient contemporains, le royaume français, la Suisse, l'Espagne. Voilà, donc il s'est installé dans une histoire passée et contemporaine, et cette histoire passée et contemporaine, au-delà des chaînes qu'il emprunte à la médecine et aux soins médicaux, est tout à fait importante pour structurer sa réflexion. Et tout à l'heure, je vous disais qu'effectivement, il l'avait beaucoup structuré à travers des exemples, et ces villes, dont je vous ai cité le nom, Sparte, Rome, Venise aussi, qu'il ne faudrait pas oublier, Athènes un petit peu moins, sont des exemples au sens fort du terme, c'est-à-dire vraiment ces espaces de raisonnement et de réflexion. Alors, Rome en particulier va jouer un rôle tout à fait paradigmatique dans sa pensée politique, puisqu'elle va incarner le temps de la République romaine, un moment de l'histoire qui pourrait servir aux yeux de Machiavel de modèle à Florence. Un moment de l'histoire donc où le désir du peuple de ne pas être dominé s'exprime de façon forte mais pas excessive à l'égard du désir des grands, et où donc on a une république libre, libre en deux sens, libre en tant qu'elle est indépendante à l'égard d'autres régimes, et aussi libre au sens des institutions internes, dans la mesure où il y a une forme de distribution du pouvoir. Ça ne veut pas dire une égalité du pouvoir, on n'est pas du tout dans une... Voilà, il y a vraiment une différence de ce point de vue avec la démocratie, c'est pas une voix pour un homme, mais il y a une distribution du pouvoir qui satisfait les différentes humeurs. Et puis Rome va aussi jouer un rôle de modèle négatif, puisque, comme je vous l'ai dit à travers la citation que j'ai faite tout à l'heure, à un moment donné, le désir du peuple bascule du mauvais côté, devient excessif, il devient pareil au désir des grands. Ils ont envie de posséder, ils ont envie de se venger, ils ont envie de dépouiller les grands. Et à partir de ce moment-là, le vivre libre romain
va petit à petit donc basculer dans la corruption et on va aboutir à ce que Machiavel appelle le premier régime tyrannique de Rome, à savoir l'arrivée de César au pouvoir. Donc, ce qui est tout à fait frappant quand on s'attache à suivre un petit peu cet usage de l'histoire dans la pensée de Machiavel, c'est que l'histoire n'a pas du tout une fonction d'exemplarité au sens positif du terme de manière systématique. Elle est aussi un espace de réflexion pour penser les moments de guerre, les moments de corruption, les moments de bascule vers la négativité. Et de ce point de vue, c'est un usage, je dirais, en reprenant des catégories au philosophe Nietzsche, un usage avant tout critique de l'histoire. Nietzsche parle dans un ouvrage qui s'appelle « Les considérations inactuelles » des différents usages qu'on peut faire de l'histoire. On peut en faire un usage monumental, c'est-à-dire qu'on va essentiellement à ce moment-là faire référence à des grands hommes, des grands exemples, des choses qu'il faudrait imiter, etc. Machiavel, clairement, même s'il met en avant certaines figures, mais pas de ce côté-là, il a un usage critique de l'histoire, au sens où Nietzsche le dit, c'est-à-dire que, voilà, je vous citerai ce petit passage de Nietzsche, hein, l'historien fait subir, donc celui qui fait de l'histoire au sens critique, hein, fait subir un sévère interrogatoire au passé. Il le traîne en justice pour pouvoir justement identifier ce qui occasionne la puissance et la faiblesse humaine. Et là, on a effectivement une bonne image de ce qu'essaye de faire Machiavel, tant dans les discours sur la décade de Tite-Live que dans l'histoire de Florence, peut-être plus que dans Le Prince, c'est-à-dire qu'au nom de la vie et du vivre libre, Machiavel a cherché à interroger les exemples qui pourraient lui aider à penser ce qu'il appelle le vivre libre et à voir comment il pourrait le mettre en œuvre à Florence, puisque c'est son grand souci, et ça nous ramène à son temps présent. Florence n'a jamais réussi à avoir un moment de l'histoire comme Rome, comme la République romaine. Elle a toujours été soumise à un développement extrêmement tortueux et conflictuel. Et ce qu'on voit bien se mettre en place à travers le discours sur la première décade de Tite-Live et l'histoire de Florence, c'est cette recherche un peu désespérée, mais pas non plus complètement dénuée d'optimisme, que Florence pourrait s'inspirer de Rome pour définir des institutions propices à la liberté et surtout à un régime durable. Puisque ce qui caractérise Florence par différence avec Rome, du point de vue de Machiavel, c'est que l'expression des désirs, celui des grands, celui du peuple, a toujours été désordonnée, alors que Rome a pu avoir un temps des désirs, une expression tout à fait satisfaisante des désirs. Et dans l'histoire de Florence, donc c'est un ouvrage qu'il écrit dans les années 1520, Machiavel suit tout le développement historique de la cité florentine. Et là, on voit réapparaître des catégories socio-professionnelles, des corporations, des groupes sociaux qui sont définis par leurs revenus économiques. Et il montre comment, en fait, au fil du temps, cette dynamique institutionnelle qu'il a décrite à travers le désir des grands et le désir du peuple, eh bien, elle se déplace d'un groupe social à un autre. Ce ne sont pas toujours, au fil de l'histoire, les mêmes groupes sociaux, en fait, qui, pour lui, impriment cette dynamique à la cité, mais elle est toujours présente. Et à Florence, elle a toujours été présente sous forme tumultueuse et corrompue. Voilà. Donc je vais peut-être conclure sur ce point en soulignant que pour Machiavel, et c'est des choses qui ont été très bien mises en évidence, notamment par un commentateur et philosophe, Claude Lefort, le savoir politique que Machiavel a déployé dans ses travaux et que donc, nous avons lu à travers tous les siècles, que ce soit les auteurs de l'encyclopédie, le roi de Prusse au XVIIIe siècle, les penseurs du conflit social et économique au XIXe siècle et certains tyrans du XXe siècle, Machiavel donc a été lu par toute une diversité de lecteurs politiques, mais peut-être le point le plus important qu'il faut retenir, c'est que Machiavel déploie un savoir toujours inachevé, c'est-à-dire que ses ouvrages n'ont jamais été conçus par lui comme des guides de recettes, même si certains s'en sont inspirés comme tels, mais au contraire, Machiavel a cherché à montrer qu'il faut sans cesse replonger dans l'expérience présente pour découvrir la vérité en matière d'action politique, et que si les leçons de l'histoire, ou en tout cas la matière historique qu'on a à sa disposition,
est un réservoir de réflexion et de pensée, il faut constamment circuler entre ce passé et ce présent pour reconstruire un savoir politique adapté à son temps. Donc, vérité politique, s'il y en a une chez Machiavel, elle est certainement associée à cette idée d'un conflit indépassable entre des ambitions de dominer et des ambitions de ne pas être dominé, à une mise en avant du poids des passions dans la vie politique, qui n'est donc pas seulement soumise à des forces objectives comme l'économie ou la puissance, mais beaucoup aussi à des affects et à des désirs. Et donc, si cette part-là est, je dirais, indépassable dans sa pensée, il n'en reste pas moins qu'à ses yeux, il y a dans chaque présent un redéploiement à chaque fois différent de ce qui s'est passé auparavant. Et donc, le savoir politique est toujours à construire. Et peut-être le deuxième point qui peut permettre de ramasser cette pensée politique, sinon en un savoir achevé, en tout cas en des cadres de réflexion, c'est l'importance que Machiavel accorde à la pluralité des points de vue dans la cité. On ne peut pas embrasser à partir d'un seul et même positionnement l'ensemble des points de vue présents, et on doit plutôt rechercher cette capacité à circuler, comme je l'avais dit au début, entre les points de vue. Voilà, je conclurai sur ça et sur cette insistance de Machiavel à ne pas figer dans une histoire qui servirait de leçon le cadre de la pensée politique, mais toujours à être attentif à ce qui fait la nouveauté et l'inédit de notre époque conflictuelle. Voilà, merci.